Cher public, cher jury, vous qui êtes réunis ce soir dans cet amphithéâtre, allez assister au bouquet final d'un concours qui a débuté il y a 2 semaines déjà et qui s'achève par une ultime épreuve pour nos candidats. Ce soir, la 6e édition du prix Cicéron prend fin et nous verrons triompher l'un de nos 4 talentueux orateurs décrocher le titre de meilleur orateur de Schema. En tant que responsable du pôle éloquence et débat de pourparlers, ce fut un honneur d'organiser ce concours, qui est, je crois, devenu plus qu'une tradition à Schema. Aussi, je tenais à remercier absolument tous les candidats qui y ont participé, et ce, dès les phases de sélection. Départager ne fut pas simple, et je suis fier de compter autant d'orateurs talentueux dans mon école. Et je vous le dis, du fond du cœur, vous faites honneur à pourparler et vous faites honneur à Schema. Pour les candidats survivants qui parleront à cette tribune ce soir, la concurrence a été rude et la route a été longue. Des phases de sélection jusqu'à la finale, ils ont tous fait preuve d'une rare excellence qui leur a permis à chaque fois d'arracher leur place. Ils ont vu l'étau se resserrer peu à peu autour d'eux. Au départ, une vingtaine, puis 8, puis 4, et dans peu de temps, il n'en restera qu'un seul. La lourde tâche qui consistera à élire le vainqueur revient, encore une fois, à un jury d'exception que je vous demande d'applaudir. Jury d'exception, comme je disais, composé en premier lieu de maître Christophe Lallier, avocat associé au cabinet Azam Darlé à Paris, de monsieur Théophile Dardenne, responsable du pôle formation de la Fédération francophone de débat, et de madame Diane de Saint-Afrique, professeure de droit à Schema. Alors, de quoi nos candidats vont-ils nous parler ce soir ? Pour les amateurs d'un certain jeu télévisé, le sujet de cette finale, affiché à l'écran derrière moi, doit sembler familier. Le dernier mot. Quelle place lui accorder ? Avec quelle tonalité doit-il résonner ? Pour un orateur, n'est-ce pas le moment le plus crucial, le plus décisif de son discours ? Car enfin, c'est ce dernier mot qui clôt le spectacle. Après lui, le rideau tombe, les impressions sont faites, les dés sont jetés. Après lui, nul retour en arrière. Vous l'aurez compris, le dernier mot n'est pas à négliger, encore moins ce soir, où nous prêterons tous, évidemment, une grande attention à la manière dont nos candidats achèveront leur discours. Avant d'appeler le premier d'entre eux à la tribune, je tenais à rappeler que pour le futur vainqueur du concours, l'aventure ne finira pas avec cette finale. D'une part, il ira défendre les couleurs de Schema au concours d'éloquence inter-école organisé par Neoma. Et d'autre part, il repartira avec un prix généreusement offert par le simulateur de chute libre Wemby à l'Équin. Pourquoi est-ce que vous rigolez tous à chaque fois que je dis ça ? Alors, assez logiquement, bien avant le dernier mot, il en faut un premier, et le hasard a décidé qu'il reviendrait à un membre du pôle éloquence et débat d'ouvrir le bal. Cher public, cher jury, je vous demande d'accueillir comme il se doit le premier orateur de cette soirée, monsieur Victor Charpignon. Après mon discours de la dernière fois, j'ai cru que j'aurais dit mon dernier mot. Je m'étais en effet tant entortillé de mots que j'en ai perdu la voix. J'ai failli ne plus pouvoir rien dire. Et à vrai dire, j'ai cru que les mots allaient m'échapper. Heureusement pour moi, les mots de gorge ne m'ont pas pris, et me voici encore une fois devant vous, les poches pleines de mots qui ne veulent que sortir. Je crois n'avoir jamais dit mon dernier mot. Et pourtant, il m'arrive de le chercher. Je crois n'avoir jamais su comment finir, rien qu'une discussion. Chaque fois que je me place devant ce qui pourrait m'apparaître comme une conclusion, je souhaite sortir de ce gouffre de néant
Je souhaite sortir de ce gouffre de néant, je me tire d'affaire. En inventant des phrases, je comble le vide de mots. Je ne sais encore supporter le silence, et je préfère parfois même le mot creux au silence sage. Je nage en effet d'incertitude en incertitude, je m'enchaîne et j'enchaîne les phrases, ne sachant trouver bon port. C'est parce que je cherche le beau mot. J'enchaîne les phrases et plonge jusqu'à trouver cette perle, ce mot étonnant, ce mot facile et pourtant gracieux, qui ornera ma phrase comme d'autres préfèrent orner les leurs des bons mots des autres. Une fois que j'ai trouvé cet ultima verba, comme le dit si bien Victor Hugo, cet ultime mot, je m'arrête, je l'écris, je le note, je le soupèse, je le dis. Est-ce mon dernier mot ? Non. Celui-ci est trop plat, celui-là trop chantant, celui-ci trop long, celui-là trop court. Et je me fais critique, et je sais que je devrais jeter à la mer cette perle baroque. Car il n'est pas simple de trouver le dernier mot à la mode, celui qui saura tirer les rires ou les pleurs. Me voilà donc bien avancé, me voilà à enfiler des perles devant vous, moi qui ne voulais que trouver le dernier mot. Ce mot le plus pur, ce mot le plus gracieux, nouveau. Je retiens encore quelques instants ma respiration dans ma plongée, et voilà déjà que je dois remonter à la surface, sans avoir pu trouver ce mot que je cherchais. Et me voilà revenant bredouille, devant satisfaire de mots réchauffés un public de gourmets. Souvent alors, à défaut d'avoir trouvé ces mots sauvages, me voilà réduit à ouvrir mon dictionnaire pour trouver des mots faciles, à ajouter à mon menu de mots complexes et insensés que je mélange en phrases. Je vous servirai ce soir le nec plus ultra du vocabulaire, la fine fleur de la langue, la pexe du français. Nous commencerons par un brouillamini de phrases brouillées. Nous poursuivrons par un galimatias givré, pour finir par un brouhaha façon tagada. Mon Dieu! Mais devant ce menu effrayant, je pense devoir enfin me taire ou trouver d'autres mots, et me voilà pris dans ce tourbillon d'incertitude, à ne savoir que dire, à ne savoir que faire pour dire ce dernier mot. L'incertitude encore de pouvoir dire ce mot point final, ce mot qui clôt, ce mot qui m'apaise, ce mot qui me calme. Et c'est avec les phrases mêmes que je dois encore me battre, les couper, les tordre, les détordre et les retordre, pour leur faire cracher les mots et espérer enfin trouver le dernier mot. Car le dernier mot est une lutte, et je ne participe pas à cette lutte. À quoi bon dire son dernier mot ? À quoi bon avoir le dernier mot ? Je ne cherche pas à écraser l'autre de mes mots tactiques. La parole est une danse, la discussion une valse. Les silences, des doux regards. Avoir le dernier mot. Quel rustre penserait devoir espérer avoir le dernier mot ? Qu'il essaye d'avoir le dernier mot sur lui-même d'abord. Le dernier mot n'est donc pas une lutte contre les autres. Qu'ai-je à faire des derniers mots des autres ? Mais une lutte contre ses propres mots et son propre mal. Contre son propre mot aussi, dont chacun se prévaut d'être le dernier, ces mots qui ne savent pas même finir des phrases. Mais ces mots, comme la peste m'étouffent, je m'enlise et m'enfonce dans ces mots qui se répètent, dans ces phrases qui ne veulent pas finir, mes idées pourrissent ne sachant s'échapper de l'abondance des mots. Car l'écrivain s'enivre souvent de mots et ne sait trouver celui qui pourrait simplement le contenter. Je ne sais trouver chez moi le dernier mot. Il me faut donc parfois aller chercher mes mots chez les autres, dans la musique, pourquoi pas, Dalida, Piaf, Barrière. Et mes mots souvent me traînent et m'entraînent et m'éloignent loin de mes idées. Et quand je reviens, je suis appauvri de mes mots et je ne trouve même pas
mes premiers mots. Il me faut donc patiemment reconstruire mes idées à partir des restes de phrases que j'ai sauvées, à force de tomber sur des mots tendres enrobés de douceur. Encore des mots, toujours des mots, rien que des mots, les mêmes mots. Et voilà que j'ai trouvé mes idées, le fil de ma pensée. Je n'ai pas dit mon dernier mot, mais je crois le voir approcher. Il n'est pas loin, il nous attend. Je vous disais qu'il était vain de chercher le dernier mot, car sa recherche nous plonge dans une incertitude dont aucun écrivain ne sait sortir. Eh bien, je me trompais, eh bien, je vous trompais. Car à vrai dire, je ne cherche pas toujours le dernier mot. Au contraire, je joue de mots, je m'arme de mots pour discuter des idées. Je suis dans cette arène comme un spectateur qui écoute et qui se plaît à entendre les mots des autres, à chercher derrière ces mots les idées. Car le mot est d'abord l'arme des idées, celui par lequel chacun arrive à dire, ou plutôt donner, offrir sa pensée. C'est donc pour une grande certitude que je ne vous dirai pas mon dernier mot. La certitude que celui-ci n'existe pas, que simplement chacun s'arrête en chemin, que toujours nous nous arrêtons au milieu d'une phrase que nous étions en train de dire, que le mot « fin » n'existe que dans les contes. Je suis même certain de ne jamais avoir le dernier mot. Chacune de mes phrases en appelle une autre, chacune s'ajoute et me soustrait la liberté de me taire une bonne fois pour toutes. Chacune m'oblige à dire encore et toujours cet avant-dernier mot. Et c'est bien sur cet avant-dernier mot que nous devrions toujours nous arrêter. Un dernier mot, c'est déjà un mot de trop pour Montaigne. Et c'est aussi, je dois vous l'avouer, par peur du dernier mot que souvent l'écrivain ne le cherche pas. Qui irait avec hâte clore son discours, dire son dernier mot, aller au bout de sa phrase, au bout de sa pensée? Le dernier mot, c'est la mort. C'est la vie qui s'essouffle, qui n'a plus rien à ajouter. Le dernier mot, c'est un point final à l'existence. C'est encore et pour toujours mes premiers mots que je préfère vous dire. Et pourtant, chercher le dernier mot est un jeu auquel nous ne refusons pas de jouer. Quoi de plus excitant que de jouer avec les mots, jouer avec la mort, s'en approcher si près qu'on pense avoir dit son dernier mot, vécu sa dernière seconde et, pourtant, s'en tirer en un frisson. Je ne refuse pas le jeu du dernier mot. Je ne refuse pas cette danse macabre, cette valse mortelle qui nous approche au plus près du précipice du point final. Mais, cher public, je crois devoir vous dire que c'est à force de mots que nous tombons sur l'idée juste. Et l'idée juste n'est jamais idée fixe. Comment, dès lors, oser vouloir avoir le dernier mot ? Je n'ai pas le dernier mot, ce n'est pas mon dernier mot. Le mot appelle le mot. Penser avoir son dernier mot, c'est croire tout savoir. Autrement dit, c'est être le plus sage des ignares. Et pourtant, on veut me taire, on veut me faire avouer, cracher ce dernier mot. On veut que je n'ai plus rien à dire, on veut que je m'essouffle, à force de mettre en mots mes idées. Je vois mes phrases marcher les unes derrière les autres, monter à cette tribune comme on monte à l'échafaud. Et vous, cher public, comme autant de bourreaux, exigez qu'on les coupe en mots jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un, jusqu'à ce que se présente face à vous qu'un seul mot, mon dernier mot. Je ne vous ferai pas, cher public, ce plaisir que de me voir cracher à la tribune, dans un dernier souffle, mon dernier mot. Vous voyez ici les coudes de l'action. Mon dernier mot, mes derniers mots sont ailleurs, réfugiés dans la coulisse. Et vous pourriez, au contraire, essayer de me prendre par les sentiments, toi qui parles tant, qui sais choisir le bon mot.
Tu sais bien quel est ton dernier mot? Eh bien non. Je n'ai pas idée de ce mot point final. Je ne sais pas, et je me moque de savoir comment je conclurai mon discours. Mes mots sont inspiration. Ce sont mes phrases qui sont transpiration. Je remets 20 fois sur le métier mes phrases, je les polis, j'ajoute parfois des mots et j'en efface sans cesse. Et pourtant, cher public, je dois bien revenir à la raison. Je dois vous offrir ce dernier mot que vous attendez tous. Je dois vous offrir le fin mot de l'histoire. Moi qui attends à votre temps, qui vous force à écouter, rien qu'à être à cette tribune. À tyrannie de la conclusion, qui force à taire l'orateur, qui ne sait pourtant que parler sans cesse. Quel sera mon dernier mot alors? Est-ce celui-là, mon dernier mot? Je suis tenté, à vrai dire, de vous laisser sur cette étrange impression d'un discours qui n'aurait pas de dernier mot, de vous laisser dans une ultime insatisfaction d'une phrase qui n'en finit pas, qui s'allonge, qui s'étend, qui dure et dure, comme si elle devait durer pour toujours. Et pourtant, et enfin, je suis devant ce gouffre de cette conclusion qui ne finit pas, de ce mélange de mots qui se prévaut de former des phrases. Je vous le dis, cette phrase sera la dernière. Je ne dirai pas un mot de plus. Le dernier mot arrive lui aussi. Ce dernier mot, est-ce le mien? Non. Ce sera celui d'un autre. Car s'il en demeure 10, ce sera le 10e. Et s'il n'en reste qu'un, ce dernier mot sera celui-là. Que dire de plus après cette excellente prestation de M. Victor Charpignon? Eh bien, je vais remplir mon rôle. Je vais appeler à la tribune non pas un orateur, mais une oratrice, la plus jeune de nos finalistes. Je vous demande d'applaudir Madame Elona Bayeul. Tu n'es pas à la hauteur. Tu ne réussiras pas. Tu n'as pas les capacités ni ta place ici. C'est ton dernier mot? Car ça n'est certainement pas le mien. Ces mots d'aujourd'hui ne sont que le début d'une longue lignée. Tu ne seras peut-être pas là pour les entendre, mais je te remercie, car ce sont tes mots qui m'ont donné cette rage de vaincre. Et même quand j'échouerai, parce que c'est arrivé et ça arrivera encore, ce ne sera pas mon dernier mot. Ils se transformeront en d'autres mots, en motivation. Alors, cher jury, chère audience, qui ne dit mot consent. Et je ne compte pas consentir à ces mots. Ils me causeront peut-être des maux de cœur, des maux de tête, mais ils ne m'arrêteront pas de dire tous les mots que j'ai sur le cœur. On dit souvent qu'un concours d'éloquence, c'est une bataille de mots. Et aujourd'hui, je me bats contre ces mots pour ma réussite avec mes mots. Alors, lorsque les mots d'une personne qui vous est chère vous causent des maux, n'en faites pas vos derniers mots. Faites-en un discours, par exemple. Pensez à toutes ces choses qui vous ont blessé, aux mots qui vous ont marqué, et gardez-les bien en tête, car ce ne seront certainement pas les derniers. En revanche, vous pouvez décider de couper l'herbe sous le pied de celui qui les a prononcés. Et parfois, juste avoir la force de se relever, c'est déjà avoir le dernier mot. Je le dis car j'ai trop souvent laissé les autres avoir le dernier mot. J'ai bu leurs paroles comme si c'était mon champagne préféré. Et puis un jour, j'ai fabriqué le mien. Et là,
Ils se sont tous mis à le boire et à comprendre que j'avais décidé d'être la fine bouche qui aurait son mot à dire. Et en plus, le dernier mot. Mais par moments, j'ai mis du temps. J'ai pensé qu'ils avaient peut-être raison. J'ai douté de mes capacités. J'ai abandonné et je les ai laissés gagner. Mais aujourd'hui, j'ai appris. Au pire, j'échouerai. Et alors ? C'est le principe même de la vie. Monter dans un train d'incertitude, faire un trajet rude, parfois exceller, mais d'autres se tromper, échouer, tomber. Mais ce qui compte, c'est que ça ne soit pas notre dernier mot. En cas d'échec, il est hors de question de se laisser faire maintenant. Vous croyez que j'arrêterai les concours d'éloquence si je perds cette finale ? Certainement pas. Et si je la gagne, alors là, vous aurez encore moins fini d'entendre parler de tout ce que j'ai à dire. Oui, cher jury, ça m'évitera de payer un psy. Alors, pour gagner, il faudra parfois répondre non. Ça n'est pas mon dernier mot. Et d'autres fois, un simple oui suffira. Dans les deux cas, l'assurance dont nous devons faire preuve est la même. Cette question, c'est votre dernier mot, incite l'adversaire à faire preuve d'adversité, à ne pas se laisser démonter par nos arguments. Il s'agit là de montrer à l'autre que l'on est sûr de soi. Je dirais que le principe est le même chez nous les orateurs. Quelle est pour vous la qualité principale d'un bon orateur ? Eh bien, à mon sens, la première chose dont nous devons disposer, c'est la confiance en nous. Ou plutôt, savoir donner l'impression que l'on a confiance en nous. Je suis peut-être un imposteur qui, intérieurement, n'a qu'une envie, retourner s'asseoir à sa place dans le public et se faire toute petite. Ou peut-être pas, et vous ne le saurez pas. Eh bien, lors d'un débat, qu'il soit officieux ou officiel, entre amis ou entre ennemis, entre père et fille, l'objectif est le même. Prouver à l'autre qu'il a tort et que nous avons raison. Alors quoi de mieux que de déstabiliser l'autre en lui évoquant cette phrase légendaire, devenue mythique grâce à notre cher Jean-Pierre ? C'est votre dernier mot ? Sous-entendu, êtes-vous sûr de votre position ? Car je suis sûre de ma position et vous ne pourrez revenir en arrière. Alors ne tentez pas un coup de poker sans avoir une paire d'as entre les mains. Soyez sûr d'avoir la main nécessaire pour me battre, car mes mots vont vous ruiner. Mais il est encore temps de changer d'avis. Vous pouvez encore vous coucher avant de remporter la main et tout votre argent, avant que je ne remporte la main et tout votre argent par la même occasion. L'art de faire douter l'autre. La passion de faire pression sur l'adversaire pour gagner la compétition. Et mon père m'a souvent dit que ce qui comptait était de croire soi-même à la bêtise qu'on prononce pour que les autres y croient. Il aurait fait un bon politicien, tiens. Enfin, un bon père excellent au poker suffira. C'est finalement à la réponse à cette question que l'on distingue les âmes confiantes des âmes incertaines. C'est maintenant ou jamais qu'il ne faut surtout pas montrer à l'adversaire notre faiblesse. Est-ce votre dernier mot, Madame Bailleul ? Oui, je le clame haut et fort. C'est mon dernier mot. Valérie Pécresse mérite qu'on l'aide à rembourser ses dettes. Elle n'a pas eu la chance de disposer de qualités oratoires comme nous autres. Pourquoi devrait-elle s'endetter ? La question ne devrait même pas être posée. Nous allons la rembourser. Vous verrez, à la sortie, certains seront déjà sur PayPal, sans que je n'ai eu besoin d'argumenter plus de 10 secondes. Et vous savez pourquoi ? Parce qu'une personne qui sait où elle va nous donne envie de la suivre. On se dit que si elle est à ce point convaincue, c'est qu'elle a des raisons, des arguments tangibles, des preuves solides. Alors que parfois elle n'a peut-être aucune idée du chemin qu'elle doit suivre. Et pourtant, elle y va avec entrain. Alors, elle est convaincue, même si ce qu'elle dit est con, sauf que là, c'est vous qui êtes vaincu. Les mots qu'elle prononce ne sont rien comparés à sa prestance, son charisme. Vous êtes quelque part charmé et envoûté, alors vous la suivez. Notre manière de s'exprimer, de dire les mots, d'être éloquent est donc très importante. Mais les mots que l'on dit peuvent parfois l'être d'autant plus. Parfois, c'est plus qu'un jeu de poker ou qu'une histoire de bluff. On sous-estime trop souvent l'importance des mots. Mais par un mot, tout est perdu. Par un mot, tout est sauvé. Alors, il y a les mots d'amour, les mots d'humour.
Les mots d'excuse et ceux qui nous usent, ceux qui flattent et ceux qui nous abattent, les mots malins et ceux de la faim. Je ne parle pas des mots du ventre qui font de grands bruits lorsqu'on a faim, mais bien de ceux qui peuvent parfois faire mal et qui ne sont jamais faciles à dire. Quand on me demande si c'est mon dernier mot, je peux répondre « oui, je suis sûre de moi » ou bien « non, je ne consens pas et ils n'ont pas fini d'entendre parler de moi ». Cependant, qui suis-je pour le savoir ? Certains diront que c'est notre Dieu, notre destin, notre destinée. Moi, je préférerais dire que c'est juste la vie qui en décidera. Enfin, peu importe comment on appelle cela, mais on ne sait jamais si c'est notre dernier mot. On ne sait pas de quoi est fait demain. Et pour ne pas le dire à demi-mot, on ne sait pas quand la mort viendra frapper à notre porte. Alors n'oublions pas qu'on peut dire « je t'aime » tant qu'il est encore temps. Car ça nous semble peut-être être un détail dans toute cette pagaille. Mais quand il est trop tard, nous n'avons même pas le droit à un dernier mot. On nous arrache les mots de la bouche et le cœur de la poitrine. Et là, votre charisme ou rage de vaincre ne sera pas là pour vous sauver. Alors mes amis et mes rares amours me prennent peut-être pour une âme sensible, mais vous comprenez maintenant. Parfois on dit les mots tôt, d'autres les mots tard, mais il vaut peut-être parfois mieux trop tôt que trop tard. Avant d'en arriver là, j'ai eu longtemps la gorge serrée, comme je l'ai encore parfois d'ailleurs maintenant, et comme vous l'avez certainement déjà tous eu. Vous savez, ce pincement au cœur qui remonte jusqu'aux cordes vocales, cette sensation que l'on a lorsque l'on doit s'excuser après une dispute auprès de ceux qui comptent pour nous. Cette sensation qui vous arrache la gorge quand un parent vous dit « je t'aime » et que vous devez lui répondre. Ou juste la sensation que l'on a lorsque l'on doit admettre qu'on a tort. Notre chère pudeur. Mais de quoi avons-nous si peur ? Pourquoi tant de fierté ? Pourquoi tant de mal à donner ces derniers mots pour clore ces disputes qui nous ont causé tant de maux ? Peu importe, mais il va falloir faire vite, car la vie, elle n'attend pas. Et elle m'a appris à dire merci, malgré les cris, à dire pardon, même si c'est con, et à dire je t'aime, même si parfois, j'ai la flemme. Les mots nous manquent quand nos proches sont ici. Mais c'est lorsqu'ils sont loin, là-bas, que les mots nous reviennent. On aurait eu tellement de derniers mots à leur dire. On voudrait même qu'ils reviennent pour qu'ils nous tiennent tête. C'est bien l'une des rares fois où on serait heureux de ne pas avoir le dernier mot. Et finalement, papa, je chéris toutes ces fois où tu as eu le dernier mot dans nos débats. Même si j'ai du mal à l'admettre devant toi, pourvu que ça dure. Pourvu que ça dure. Alors ça n'est pas parce que nous n'avons pas les mots de Molière que nous devrions sous-estimer leur importance. Un simple JTM où je veux que nos débats ne s'arrêtent jamais fera parfois l'affaire pour rendre heureux nos pères et nos mères. En un mot, les mots que nous prononçons ont une importance, tout comme la manière dont on les dit. De certains mots, nous ferons une forme de persévérance et d'autres une prestance, sans oublier de dire à ceux qu'on aime les mots qui conviennent. Cher jury, chère audience, les derniers mots sont si durs à choisir. C'est la marque finale d'un souvenir que l'on garde de nous. J'ai toujours détesté les mots d'adieu, même si j'adore avoir le dernier mot. Alors je dois conclure, mais soyez-en sûrs, je n'ai pas dit mon dernier mot. Nous arrivons déjà à la moitié du spectacle. Et pour continuer, je vous propose d'écouter une candidate originale qui, la semaine dernière,
nous a fait un discours à base de patates qui a marqué les esprits. Je vous demande d'applaudir Madame Eva de Gliam. Trois, 2, 1. C'est l'heure. Baissez les lumières, donnez un micro. Tendez l'oreille, écoutez. C'est un moment magique que nous allons voir passer. Allez-y, parlez. Des derniers mots, cela n'arrive qu'une fois dans une vie. Veuillez saisir l'opportunité. Tout le monde vous écoute, et sûrement même que vous êtes enregistré. Peut-être qu'ils resteront sur une bande-son ou dans un film bien placé. Et pourtant, rien. Vous ne dites rien. Vous restez muet. Je crois rêver. Vous aviez pourtant une vie pour vous y préparer. Tout ce travail pour finalement tout gâcher. Comment ? Vous n'avez pas d'idée ? Ah ça non, c'est un peu court, mais laissez-moi vous aider. On peut largement s'amuser. En variant le ton, par exemple, tenez. Agressif. Me laissez seul, par pitié, faites-moi la promesse. Amical. Plein de souvenirs je vous laisse, mes amis, quelle tristesse. Descriptif. Noir, blanc, tout engourdi, je me sens. Curieux. Quelle hâte de découvrir ce paradis, quel empire. Prévenant. Après avoir fait votre prière, n'oubliez pas d'éteindre la lumière. Pédant. Je ne meurs pas, je trépasse. Centenaire. Eh oui, je suis tenace. Romancier. Il est temps de tourner la page. Aventurier. Enfin, le grand voyage. Fumeur. Non, j'ai cassé ma pipe. Militaire. Les carottes sont cuites. Naïf. Je crois que je m'en vais somnoler. Dramatique. Je meurs, je suis mort, je suis enterré. Alors, que choisissez-vous ? Attention, vous avez peu de temps pour vous décider. Situation inconfortable, n'est-ce pas ? Arriver à sa fin et ne savoir que dire. Alors, voilà notre thème. Nos derniers mots, comment les construire ? Première étape, les définir. Parce qu'ils sont les derniers, ils sont aussi les plus importants. Ils ont l'expérience, le savoir de toute une vie. Ce sont eux les plus réfléchis. Ils peuvent se vanter de pouvoir à eux seuls tout condenser. Les épreuves traversées, les bonheurs partagés. Alors, les voilà attendus, acclamés. Quels secrets vont-ils révéler ? Les derniers mots, mes amis, c'est le nectar d'une vie. Et, comme tout clou de spectacle, ils se doivent de briller. Car oui, après tout, c'est vous qu'il s'agit de résumer. Qui veut accompagner sa fin de mots de registre bateau, d'un commentaire sur la météo ? Non, vous méritez de meilleures paroles, des derniers mots somptueux, grandioses, finissant une vie riche en intensité. Il faut que l'on se souvienne de vous. Vous devez marquer le coup. Alors voilà, vous avez le choix. Finir sur un mot d'esprit, une belle pensée, ou mieux, quelque chose que l'on n'a jamais dit. Là, vous feriez rêver. Oui, c'est cela. L'idéal serait peut-être de donner une clé, celle qui permet de tout comprendre, comme dans un roman policier. Faites de votre vie une énigme et seulement à la fin, donnez la solution à celui qui en est digne. Qu'après vos derniers mots, que votre entourage se regarde, hébété. Comment ? Qu'a-t-il dit ? Puis malaise s'ensuivit. Une fin digne d'Agatha Christie, bloquée dans les esprits, que tout se résolve d'un coup. Là, ce serait une belle fin, digne de vous. J'espère que vous le comprenez maintenant, les derniers mots sont en réalité les plus importants. Loin d'être un soulagement, c'est une épreuve finale, où vous devez tout miser. Feux d'artifice, pleurs et longs discours, voilà les derniers mots que vous méritez. Mais n'est-il pas paradoxal que vos derniers mots vous soient destinés ? Car ce n'est pas dans votre tête que ces derniers vont résonner. Parce que ceux-ci vont rester dans les mémoires ancrées, n'est-il pas de votre devoir de prendre soin de ceux qui vont les écouter ? Alors, à quoi bon vanter sa vie ? À quoi bon feux d'artifice, pleurs et confettis ? Loin d'être une parade,
Les dernières paroles sont l'occasion de dire à l'entourage ce qui leur permettra de faire leur deuil. C'est le temps de calmer les conflits, de dire à tout le monde ce qui est enfoui, de les rassurer à la manière de Bach « Ne pleurez pas pour moi, je vais là où la musique est née ». Mais attention, car les derniers mots peuvent aussi condamner. Outils tranchants si mal utilisés, qui peuvent faire un nombre incalculable de blessés. Des mots durs, dans un excès de colère, suivis de remords, parcourus de « et si ?» Et si je n'avais pas dit ça? Et si tu m'avais dit ceci? Il est donc important de bien choisir ces mots, ces derniers mots, des mots justes qui, bien appliqués, agissent comme un baume sur un cœur blessé. Mais comment évaluer leur justesse? Et de quelle justesse parle-t-on? Justesse envers les autres? Mais comment savoir si nos derniers mots sont bien choisis? Cela paraît compliqué. Pouvons-nous prétendre pouvoir dans d'autres têtes entrer? Avons-nous une quelconque idée de ce que nos derniers mots vont déclencher? Quelles conséquences auront-ils? Quelles cordes toucheront-ils? S'ils nous paraissent adaptés, est-ce pour autant la réalité? Impossible justesse envers les autres donc, mais également envers soi-même. Comment faire pour que nos mots correspondent très exactement à nos pensées? Barthes, Saussure, nous montre que la pensée est toujours en décalage avec le verbe. Lorsque je dis « je m'en veux », ce n'était pas exactement ce que je voulais dire. Oh, comme il est dur de s'exprimer. Je signifiais un pardon, mais mon pardon est bien plus nuancé. Il comporte des couleurs que le langage ne peut lui prêter. Et comment le dire? Ah, je déteste le langage, ou plutôt ma façon de le manier. Elle est incomplète. Elle ne comprend pas toutes les subtilités que je voudrais lui prêter. Il faudrait que j'invente des mots. Ainsi, à la fin de ma vie, il faudrait que je trouve celui qui puisse condenser « Pardon, mais ce n'est pas de ma faute, mais un petit peu quand même. Mais si tu avais fait cela, je n'aurais pas fait ceci. » Les derniers mots, donc, sont incomplets, injustes, inadaptés à la fois aux besoins des autres et à nos pensées. Impossible justesse, donc, mais alors, que dire? Que dire si à la fin de notre vie, nos derniers mots prononcés sont des échecs et peuvent se révéler dangereux pour autrui? Et si la solution était le silence? Ne rien dire. On aurait tendance à dire non, à dire que non. Le silence, parbleu, pas en dernier lieu. Alors que la parole est signe de vie, le silence, lui, est de l'autre côté. Le silence est fui, l'on en a peur. Béguette le montrait bien dans un de ses dialogues, lorsque Vladimir, effrayé par le vide qu'incarne le silence, supplie Estragon, dit n'importe quoi. Le silence doit être comblé, et se taire trop tôt signifie partir plus tôt. Pourquoi donc vouloir se précipiter? Non, ne laissons pas ce silence de mort s'installer. Mais je ne parle pas de ce silence-là. Je parle du silence parlant, celui qui s'incarne, qui veut dire plus que les mots et qui les dit sûrement mieux. À travers un regard, un sourire, un geste. C'est dans cette pupille-là que je vois de ton sentiment toute l'ivresse. Alors que la parole cède le pas, incapable de dire les mots justes, seul le silence peut reprendre le combat et exprimer l'inexprimable. Ainsi, si comme moi d'exprimer votre ressenti vous vous croyez incapable, vous pouvez toujours choisir le silence. Mon dernier mot sera mon regard. Dernier mot qui condense, qui soigne, qui blesse. Dernier mot injuste, mais pouvant par le silence être remplacé. Cependant, nous voilà maintenant au moment redouté. Si nous avons parlé des chanceux, que dire de ceux qui ne l'ont pas été? Ceux qui n'ont pas eu le temps de s'exprimer, d'avoir pu dire à leurs proches que retenir d'eux, de choisir leurs derniers mots, de les compter. Ceux que la vie a emportés bien trop tôt, à 18 ans dans un accident après s'être mal attachés. Ceux qui se sont précipités, sans dernier mot pour nous guider. Que choisir de garder? Peut-être qu'il n'y a qu'à espérer. Espérer qu'ils aient incarné leur dernier mot jusqu'au bout. Que ce qu'ils voulaient dire, ils l'aient été. L'espoir qu'ils n'attendaient pas la fin de leur vie pour s'exprimer. Ce sont ceux qui nous rappellent qu'à tout moment, le blanc typographique peut s'étendre à jamais. Et lorsque cela nous frappe, loin de s'en apeurer, on constate que chaque mot doit être dit comme le dernier. Alors, de ce discours,
Je ne finirai pas avec panache comme Cyrano. Je ne finirai pas par un jeu de mots comme je le fais souvent, ni par une citation pour donner de l'aplomb. Je ne le finirai même pas, car les derniers mots, même les plus appropriés, sont souvent pour ceux qui n'en ont pas dit assez. Alors, 3 de nos orateurs ont déjà dit leurs derniers mots, mais il en reste un qui n'a pas encore parlé, et que j'appelle à la tribune, M. Nicolas Moulin. Allez, viens. On s'en va. On part d'ici, très loin, dans un autre pays. S'il le faut, on change même de galaxie. On en finit avec cette vie. On part, on court, on s'enfuit. Oui, oui, c'est à vous que je m'adresse. C'est à vous, chers camarades. C'est à vous, chers amis. Et je vous y invite aussi, cher jury. Venez avec moi. On s'en va. Je sais qu'on ne se connaît pas bien, mais peu importe, viens. Vraiment, c'est pas important. On apprendra à se connaître à bord d'un bateau, d'un avion, d'un train ou même à vélo. Tant qu'on part avec passion, rien ne compte. Même pas le moyen de locomotion. Juste on part. On laisse tout derrière nous. On quitte cet amphia. On franchit les grilles de schéma. On fonce. On ne pense plus au travail et aux obligations. On devient libre. On défonce les barrières à coups de panache. On brise la peur à coups d'espoir. Quoi ? Vous voulez pas ? Ça dit pas non plus, toi, là-bas dans l'amphi ? Non. Ah bon. Personne ne veut partir avec moi ? Non mais allez, levez-vous, venez. Non. Vous êtes sûr, hein ? Vous ne changerez pas d'avis. Allez. C'est votre dernier mot ? Bon, il me semble que oui. Je comprends que le changement fasse peur, que vous ne vouliez pas tout quitter. Ça fait peur de changer de vie, de vivre sans attache, de tout plaquer. Nous ne sommes pas des poètes, nous sommes encore moins en cercle, et dans nos vies, le carpe diem a disparu. On n'arrive pas à vivre au jour le jour, on s'inscrit sans cesse dans la vie, dans les choses et leur continuité. On oublie que vivre, c'est espérer, que vivre, c'est rêver, c'est s'aventurer. Vous demandez sûrement ce que je fais. Pourquoi je vous invite ainsi à l'aventure ? Je vous réponds que je ne vous invite pas à embarquer dans n'importe quelle aventure à mes côtés. Je vous prie de m'accompagner dans une aventure où l'expression « avoir le dernier mot » n'est pas invitée. Dans nos vies de tous les jours, on cherche à l'avoir le dernier mot. On cherche à avoir le dernier mot sur tout. On a des idées arrêtées, qu'elles soient conscientes ou non. On arrête de remettre en cause nos pensées. Et on a souvent le dernier mot sur un sujet, sans même se poser la question. Cette incapacité à remettre en question sa manière de penser est même sous-tendue par un effet de masse. On n'arrive pas à le refuser, à le remettre en question. On reste dans un système qu'on accepte, sans jamais formuler aucune interrogation. Avoir le dernier mot, c'est arrêter de penser comme on le faisait, et comme la société nous l'impose, parce qu'en étant intellectuellement enfermé, on cesse de remettre en cause l'état des choses, on cesse de progresser. C'est pour ça que je vous invite à l'abandonner. Lévi-Strauss, dans sa Pensée sauvage, invoque une figure qui sans cesse l'abandonne. C'est la figure du bricoleur. Le bricoleur est celui qui se réinvente sans cesse, qui déconstruit le monde
tel qu'il est en remettant en cause la manière dont la vie est normée. Il fait cela en utilisant un outil pour ce qu'il n'est pas. Il transforme ainsi l'ordre des choses, en refusant ponctuellement à l'outil de lui accorder sa fonction normale. C'est un peu ce que nous faisons tous ici. Encore hier, nous utilisions des briquets pour ouvrir nos bières. En faisant ça intellectuellement, le bricoleur tord la manière de penser qu'il avait avant. Il pense par lui-même. Partir à l'aventure, refuser d'avoir le dernier mot sur un sujet, c'est se faire bricoleur. C'est être sans cesse dans le refus du « je sais ». C'est accepter le « je ne sais peut-être pas » et se permettre de progresser. Au-delà de vous demander pourquoi je vous invite à l'aventure, vous demandez peut-être d'où vient ce parti pris. À quel moment j'ai décidé que je voulais cesser d'avoir le dernier mot sur les choses? Et pourquoi donc? Je vous le propose. J'ai décidé d'en faire l'objet de mon discours parce qu'un événement m'a permis d'ouvrir les yeux sur ce en quoi cela pouvait nous empêcher de progresser. J'ai décidé de vous faire part d'une expérience personnelle qui m'est arrivée au collège. J'étais très ami avec un groupe de jeunes, se voulant cool kids, qui m'a fait beaucoup de mal. Ils ont décidé de m'exclure du groupe d'un jour à l'autre et ont même été plus loin. Ils ont organisé une soirée, m'ont mis sur le groupe par souci d'absence d'hypocrisie et m'en ont enlevé, m'expliquant que je n'en faisais plus partie. Certains de mes amis de l'époque ne m'ont même pas défendu. Quand une chose comme ça vous arrive à 13 ans, vous vous effondrez. Votre monde s'arrête de tourner. Ce groupe pensait avoir raison, avoir tout compris, et tout autour d'eux a été de mal en pis. Ils ont fait beaucoup de mal. C'est là que j'ai décidé qui je voulais être, que j'ai réfléchi à ce que je voulais porter en moi, face aux autres. J'ai vu ce jour-là que penser avoir le dernier mot pouvait engendrer bien des maux, que cela pouvait faire du mal aux autres. Mes premiers mois parmi vous à Schema l'ont mis en exergue. La protection de la prépa avait disparu. On a tous été replongés dans un lieu où règne l'instinct grégaire, où celui qui pense par lui-même, qui refuse de se placer dans une pensée qui lui est imposée et qui accepte finalement de se réinventer, est traité de random. Vous rigolez. Ce terme contient toute la violence de la vie sociale en école de commerce. Il est écrasant et surtout, il ne se base sur rien. C'est pourquoi le fait de se faire bricoleur de sa propre pensée est quelque chose qu'il faut défendre et quelque chose qu'il faut protéger. Vous me rétorquerez peut-être que refuser d'avoir le dernier mot, et donc sans cesse se réinventer, c'est manquer de personnalité. Parce qu'en faisant cela, on ne fait plus de choix dans ses idées. Vous me direz qu'il faut avoir des opinions bien tranchées. Je vous répondrai que je ne dis pas long à cela. Je pense qu'il faut avoir des avis tranchés. Mais je vous exprime quand même mon désaccord. Parce qu'avoir des avis tranchés, ce n'est en aucun cas avoir des avis arrêtés. Je crois qu'on doit avoir de vrais avis sur des choses, les défendre avec ardeur, mais que ça n'empêche en aucun cas de se placer intellectuellement en bricoleur. On peut défendre nos avis jusqu'au bout et être capable de les remettre en question par le débat, qu'il soit face aux autres ou face à nous-mêmes. Je défends simplement qu'il faut accepter de dire « j'ai tort » et « tu as raison », et que cela ne veut pas forcément dire qu'on renonce à ses positions facilement. Je ne crois pas que s'en défaire soit chose aisée. Il est humain de donner trop souvent son dernier mot. On pense souvent avoir raison, et on campe sur ses positions. Cette manière de fonctionner est même sous-tendue par notre éducation. L'enfant a rarement raison, il s'en remet à ses parents. Nous disions tous « explique-moi la vie, s'il te plaît, maman ». De là, on est fasciné par le fait d'avoir raison, par le fait d'avoir le dernier mot. On est admiratif du savoir et des personnes qui nous l'ont enseigné. On joue à celui qui sait tout, à celui qui n'a peur de rien. Rousseau, dans son Émile, prend à bras le corps cette question. Le précepteur, dans l'Émile, doit à ses dieux
pour bien éduquer le jeune Émile, le laissait apprendre du monde seul. Autrement dit, il ne doit répondre qu'aux questions essentielles, pour ne pas créer cette fascination du savoir chez le jeune homme, et donc cette envie de ne jamais revenir sur ses positions. Pour Rousseau, cette fascination entraînerait une réelle perte d'honnêteté, et ce serait préjudiciable. À travers ce refus d'avoir le dernier mot, il y a 2 choses que je vous invite à accepter: l'honnêteté et la curiosité. Ce sont elles, à mon sens, qui permettent de dépasser l'envie, de laisser notre orgueil tout dicter. C'est grâce à elles que nous pouvons être des adultes dans notre manière de voir le monde. Je vous invite à laisser place à la pensée, à devenir, comme le dit si bien Montaigne, des habiles hommes plutôt que des hommes savants. Des hommes qui pensent par eux-mêmes et qui sont capables de refuser le système en place ou leur propre manière de penser. Je vous repose donc la question. Êtes-vous prêt à sauter le pas? À venir avec moi? Venez, on embarque dans l'aventure de l'honnêteté, dans l'aventure où le « tu as raison » est non seulement accepté, mais valorisé. Où on écoute vraiment les autres, par curiosité, et on ne veut plus avoir le dernier mot coûte que coûte. On embarque sur le bateau de la curiosité, et on monte sur le vélo de l'honnêteté. On devient bricoleur, à l'image de Lévi-Strauss, de Rousseau ou encore de Montaigne, pour qui la curiosité et la qualité de ne pas accepter le savoir tel qu'il est ont permis de créer. Je sais qu'on n'est jamais parfaitement honnête et qu'on aimera toujours avoir raison, avoir le dernier mot. Je ne prétends pas non plus être honnête, être toujours honnête et ne pas souhaiter avoir raison à chaque discussion. C'est pourquoi je pense que c'est simplement un état d'esprit vers lequel il faut tendre. Je vous propose d'y penser et d'embarquer sur le bateau de l'honnêteté. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai choisi d'y embarquer. Et ça, c'est mon dernier mot. Bonsoir à tous et à toutes. Quelle formidable soirée. Merci beaucoup aux orateurs. Félicitations aux candidats. Merci beaucoup pour votre prestation. Je me dois d'accaparer votre attention encore 2 ou 3 petites minutes pour procéder aux formalités, aux remerciements pour l'organisation du prix Cicéron. Mais avant toute chose, j'invite nos chers jurys à procéder à la délibération. Bastien, le vice-président de Pourparlers, va vous accompagner en salle de délibération. Cette année, le prix Cicéron a rassemblé une vingtaine de candidats, tous extrêmement talentueux. Ces derniers se sont affrontés dans des joutes oratoires, ont été réduits au nombre de 8, puis de 4, et dans quelques minutes maintenant, il n'en restera qu'un. Et il ou elle ne s'est pas battu pour rien. Je vois déjà votre sourire, les placements de produits arrivent. Pourparlers s'est associé à Wimby, qui offrira le prix au vainqueur. Il s'agit d'une entreprise qui propose, entre autres, d'effectuer des simulations de chute libre en soufflerie à Léquin, à 10 minutes de Lille. Au nom de l'entièreté de l'association Pourparlers, nous remercions Wimby d'avoir bien voulu accompagner l'événement et permettre la promotion de la culture et des arts oratoires au plus grand nombre. Mais ce n'est pas tout. Nous remercions aussi Christophe Derville,
ancien élève de Schema, membre de Schema Conseil, promo 90, qui a soutenu Pourparler dans la réalisation d'un de ses événements phares. Christophe Derville est un traiteur installé sur Roubaix qui propose tout type de buffet pour vos événements. Des événements personnels, mais bien aussi des événements associatifs qui peuvent servir vos associations. Ayant goûté la qualité de ces produits, nous le recommandons aux associations schémiennes dans la réalisation de leurs projets. Pourparler remercie aussi Schema pour le prêt des lieux, l'aide de l'administration, des responsables vie associative et communication, sans oublier nos inconditionnels partenaires, ceux qui nous ont épaulés d'ores et déjà sur 4 événements, l'association Prisme. Et son responsable... Merci donc à son responsable Geoffrey qui permettra de diffuser cet événement au plus grand nombre sur les réseaux sociaux. Enfin, merci aux candidats, au jury des différentes phases qui se déplacent gratuitement pour permettre de juger avec le plus grand sérieux et la plus grande objectivité. Et pour conclure, mes grands remerciements vont à Victor Pass, responsable du pôle éloquence et débat, et l'ensemble des membres de l'association Pourparler, qui ont fait des pieds et des mains pour que tout cela soit possible les 2 derniers mois. Un tonnerre d'applaudissements pour eux, s'il vous plaît. Si ce soir le cœur vous en prend, à 21h, il y a le congrès de Schema Finance. Vous pouvez vous inviter eux. Vous y inscrire. Bonne soirée. D'abord, merci beaucoup à Pourparler d'avoir organisé ce magnifique concours. On a passé un super moment. C'est pas le meilleur moment de la soirée, là. Le moment où on va devoir dire qui finalement va être le finaliste des finalistes. Bravo aux 4 candidats pour l'excellence de vos prestations. Le niveau de cette finale était bluffant, vraiment bluffant. Ce sera évidemment notre premier mot qui vaut aux yeux du jury autant que le dernier. Car c'est la règle du jeu, Jean-Pierre. Il faut bien clore par un dernier mot. Et le nom de celui ou de celle qui va gagner ce magnifique concours sera celui-là. Néanmoins, comme vous le savez, et Céline Dion n'a fait que reprendre les mots de la Bible, les premiers seront les derniers. Bon, on en a encore pour 3 quarts d'heure. Alors, ce préambule étant établi, et je ne chanterai pas Céline Dion ce soir, nous allons faire des remarques d'ordre général à chacun des candidats dans un axe de progression et en toute bienveillance, et on va faire ça par ordre de passage. Donc, nous allons commencer par notre premier candidat, à savoir Victor. Victor, vous avez dit une très belle chose. L'idée juste n'est jamais une idée fixe. Vous avez une très belle plume, très élégante. Vous savez, vous jouez des mots. Vous avez joué sur les mots pendant toute votre prestation. Vous avez aussi joué avec votre pupitre pendant toute votre prestation. Mais moi, à titre personnel, j'aurais adoré entendre le son de vos cordes vocales quand vous avez cité Dalida. Tout à l'heure. Au karaoké. Victor, Théophile. Bravo, c'était un discours magnifiquement écrit, très belle plume, comme on l'a dit. Cependant, attention à ne pas se noyer dans sa propre plume et à essayer d'avoir un fond également. Et ça, c'est quelque chose qui s'est retrouvé chez beaucoup d'entre vous. Vous avez été difficile à suivre. Alors, sur un sujet comme celui-là, c'est vrai qu'on a tendance à
tourner en rond, tourner autour du pot pour ne pas dire le fameux dernier mot. Enfin, c'est intéressant pour nos autres jurés d'avoir une certaine idée de là où on va. Et n'oubliez pas d'être clair avant d'être beau, d'être vrai avant d'être beau. Vous avez dit, Victor, je cherche le beau mot, et vous avez trouvé les beaux mots, vous avez trouvé plein de beaux mots, mais j'ai eu le sentiment personnel que cela se faisait au détriment du vrai. Ça, c'est sur le fond. Maintenant, sur la forme, je construirai sur les retours qui vous ont été faits. Éloignez-vous du pupitre, les enfants. Pardonnez-moi, le pupitre, c'est comme un micro, c'est une canne pour l'orateur. L'orateur, il doit être capable de bouger les deux mains, et pas seulement de marteler celle-ci. Il doit être capable de faire un mouvement de recul par rapport à son pupitre, et de prendre un peu l'envergure de la salle. L'envergure de la salle, c'est l'envergure des gestes, c'est l'envergure de la voix, qui peut être capable de porter comme ça, sans forcément tirer sur les cordes vocales. Et donc, cette envergure-là, chers orateurs, chères oratrices, on a trouvé que parfois, vous en manquiez un tout petit peu. Mais à part ça, c'était un magnifique discours, bravo à vous. Christophe. Alors moi j'ai eu un œil un peu particulier, c'est l'œil du professionnel des prétoires, parce que ça fait 20 ans que j'interviens dans toutes les cours, dans tous les tribunaux de France. Et en fait, ce que je sais parfaitement faire, c'est endormir un magistrat, et je sais le réveiller, après 20 ans de métier. Avant, je ne savais que l'endormir. Bon. Du coup, j'ai prêté une attention particulière à ce qui pouvait endormir les magistrats ou les réveiller. Je dois dire que, Victor, tu as une superbe plume, un verbiage qui est excellent. En revanche, je pense qu'il faut que tu apprennes à maîtriser tes émotions. On les sent, les émotions. Tu es très convaincu et je pense que tu peux encore travailler. Tu as un petit axe d'amélioration sur les émotions. Au-delà de ça, remarquable prestation. Et je voulais vous dire à tous les quatre que je me suis trouvé bête quand je suis parti délibérer avec mes petits camarades parce que je me suis dit que j'aurais été bien incapable avec le niveau d'aujourd'hui de me hisser en finale. Et ça fait 20 ans que je plaide. Voilà. Donc, bravo. Ilona, vous avez démarré de façon tonitruante avec une introduction percutante, très décidée. Vous avez, durant tout votre discours, opéré des ruptures de rythme qui ont vraiment saisi, je pense, l'auditoire et qui nous ont permis de ne jamais nous endormir. D'ailleurs, vous nous avez interpellés, ce qui nous a évité de nous endormir, mais nous ne nous serions pas endormis. Vous avez été à la fois drôle, très décidée, profonde, touchante. Vous avez la capacité à donner des frissons, ce qui est quand même pas rien. De la poésie, de l'humour, une bonne vibration de la voix. Et je vais laisser mes camarades continuer puisque tel est le jeu. Ilona, j'ai beaucoup aimé votre style. Vous avez été, parmi tous vos camarades, celle qui peut-être a su le mieux jongler entre verbiage et simplicité. Et vous étiez sur la corde raide en permanence et je vous regardais faire ce numéro d'équilibriste, qui est un numéro classique pour les orateurs, savoir quel style choisir. Ilona, vous avez trouvé ce style qui est juste, limite on ne sait pas trop dans quel point ça tombe, mais ça ne tombe jamais puisque vous gardez l'équilibre. C'était assez impressionnant de vous voir là-dessus. J'ai trouvé, cependant, puisque je vais parler de la forme et de la forme et de la forme, que vous avez manqué de coffre, que vous auriez pu nous donner beaucoup plus. Vous avez une voix qui est capable de porter, vous avez tous les quatre une voix qui est capable de porter, et vous avez tous les quatre murmuré. Est-ce qu'au fond, vous avez tout entendu durant toute la prestation, s'il vous plaît ? Oui. Oui ? Ah. Incroyable. Non, mais ça c'est l'âge. Allez dans mon sens, merde. Bon. Bon, vous avez la chance d'avoir une très belle acoustique dans les salles de Schema.
Ça ne sera pas toujours le cas. Il faut toujours avoir cette idée qu'il y a un mur immense qui est entre vous et votre public. Ce mur, c'est la distance, et cette distance, il faut la franchir par votre voix. Donc n'hésitez pas à pousser un tout petit peu plus. Voilà. Après, voilà, le style très bon. Je me suis un petit peu perdu, encore une fois. On ne savait pas trop où on allait, mais on y allait avec vous parce que c'était agréable. C'était une promenade, une très jolie promenade, votre discours. S'agissant d'Elona, je dirais que c'est le profil de l'avocat de cour d'assises. J'y vais fort, mais c'est... Est-ce qu'elle a choisi le droit? Elle a pris des risques. Elle a pris le risque par 2 fois de faire de l'humour. Une fois, c'est super bien passé. La deuxième fois, c'est super bien passé aussi, mais c'était dangereux. Ça aurait pu flopper. Et quelques minutes plus tard, elle nous emmène sur la corde sensible. Et c'est tout ce qu'on demande à un avocat de cour d'assises. Parce qu'en cour d'assises, il y a des jurés, ce ne sont pas des professionnels. Et les bons avocats sont ceux qui sont capables de retourner les jurés. J'ai retrouvé, dans sa manière de véhiculer les émotions, ce que j'ai pu voir à la cour d'assises. Voilà. Donc bravo. C'est un beau compliment. Quand je vous dis que c'est compliqué, cette finale, c'est compliqué parce que le niveau est absolument excellent. C'est une torture pour nous. Heureusement qu'on est maso. Hein, ouais. Jamais je reviens. Jamais. Très jamais. Eva, vous êtes très expressive, vous avez une très bonne diction, ce qui vous a permis d'oser revisiter la tirade de Cyrano de façon extrêmement originale, extrêmement claire, en la tirant vers votre sujet, ce qui était subtil. Merci aussi d'avoir rappelé que Bach nous exhorte à ne pas pleurer. Ne pleurez pas pour moi, je vais là où la musique est née, c'est quand même absolument magnifique. Et pour terminer ce que j'aurais à vous dire, la formulation silence parlant est plus évocatrice que les mots. Bravo. Je vais rejoindre ma collègue dans ses louanges parce que j'adore Cyrano et que votre réécriture était effectivement splendide. Vous avez aussi invoqué Barthes et Saussure, me ramenant à mes cours de L2 de philo à la fac de Nanterre, tard l'époque. Il n'y avait pas les portables. Non. Donc merci pour ce voyage. Merci pour ce voyage. Premier voyage à Lille, deuxième voyage dans le passé. J'ai trouvé cependant, et je reste sur la forme parce que c'est, semble-t-il, mon métier, que vous avez encore une fois manqué un petit peu d'envergure, vous auriez pu pousser plus, vous auriez pu jouer plus avec nous. Ça, c'est quelque chose que je n'ai pas encore dit, mais une réflexion que l'on s'est faite tous les trois, c'est que vous étiez tous ici, pardonnez-moi, vous êtes tous restés ici. Et vous n'avez pas, à aucun moment, personne n'a fait le choix de bouger. Personne n'a fait le choix de se rapprocher de nous, de faire de ça qu'un petit mouvement du corps que c'est. Vous auriez pu quand même, vous auriez pu nous donner ça. Faire tendre la main vers nous, ça aurait été magnifique. Ça vaut, c'est une critique pour tous les quatre, sinon, magnifique discours. Méfiez-vous, Eva, vous êtes tombée dans un écueil qui est un écueil assez difficile à éviter quand on écrit comme vous en rime. C'est que toutes nos phrases vont avoir la même forme et donc le même rythme, et donc notre ton sera sensiblement toujours le même. Et donc on devient finalement un petit peu lancinant et surtout un peu chiant. Pardonnez-moi, c'est pour la chute. Néanmoins, attention à cet écueil-là de la poésie. Vous avez une plume splendide. Cher public, c'est pour la vanne, cher public. Évidemment qu'on ne s'est pas embêté, évidemment c'était splendide son discours. C'était splendide, vraiment. Mais méfiez-vous de ce petit écueil-là qui s'entend au bout d'un moment dans votre discours. Voilà.
et va pour ajouter un petit peu à ce qu'ont dit mes petits camarades du jury. Vous êtes aussi potentiellement une avocate de cour d'assises, parce que ce que vous avez vu, décidément... Tous en master CA. Vous avez une voix qui porte, et vous avez une prestance particulière. Et ça, je l'ai noté d'emblée. Donc, vous avez un atout extraordinaire à ce niveau-là. Cette prestance. Et la voix, très agréable au demeurant. Je ne reviens pas sur les références qui sont excellentes. Je ne reviens pas sur les rimes que vous avez pu faire. Enfin, il y avait beaucoup de choses. C'était très riche. Donc, bravo. Nicolas, notre dernier candidat. Nicolas, j'ai beaucoup aimé votre expression du refus du dernier mot. Et j'embarque volontiers avec vous sur le bateau de la curiosité. Sur le bateau de la curiosité et de l'honnêteté. Ce sont deux valeurs qui me tiennent à cœur. Au départ, votre bateau, c'était un peu une felouque sur le Nil partant de Pétole. On se demandait s'il allait descendre le Nil ou pas. Et puis, le vent s'est levé. Et là, vous nous avez embarqués pour un long voyage vers Assouan. Long et émouvant voyage vers Assouan. Et nous avons beaucoup, enfin à titre personnel, mais tous, je pense, beaucoup apprécié ce voyage et votre honnêteté et votre sincérité. Je rejoins également ma collègue dans ses critiques sur votre sensibilité qui m'a touché aussi. Moi aussi, quand je suis arrivé en école de commerce, je n'avais pas d'amis. Vous avez eu le talent de faire des rimes et de ne pas tomber là-dedans. Bravo là-dessus. Vous êtes tombé dans d'autres écueils ? Par ailleurs, vous êtes tombé dans l'écueil du pupitre, j'en parlais tout à l'heure. Déplacez-vous. Vous êtes tombé aussi dans un écueil qui est celui-là. Vous connaissez cet écueil-là ? C'est celui de... Vous faites moi. Un gros format, ça nous dit. Et quand même un peu malin. Je veux dire, c'est terrible. C'est terrible. Et c'est dommage. Et c'est dommage, parce que nous, on est devant. On se dit, mais je devrais tout entendre. Mais j'entends pas tout, c'est pas normal. Je suis à 2 rangs de lui, je comprends pas la fin de ses phrases. Ça n'a aucun sens. Donc, faites l'effort de donner de la voix. Vous avez du coffre, Nicolas. Vous avez du coffre et vous avez la capacité d'aller vers nous. Et quand vous nous invitez à partir en voyage, invitez-nous à partir en voyage. Prenez-nous par la main. Venez nous chercher. Imaginez le poids qu'aurait eu votre introduction, si longue fut-elle et si potentiellement hors sujet fut-elle. Imaginez le poids qu'elle aurait eu si vous étiez venu nous voir. Nous dire, toi, viens avec moi. Toi, viens avec moi. Bon, c'est mal poli de montrer du doigt, mais vous voyez le... N'hésitez pas à rajouter un chouïa de théâtralité. Vous avez le truc pour ça et vous pouvez aller faire un pas encore plus loin. Ça vous servira toujours. Christophe. Alors Nicolas, en fait vous êtes pour moi le plus surprenant parce que lorsque vous avez démarré, je me suis dit, mais où veut-il en venir ? Où veut-il en venir ? Et finalement j'ai apprécié l'aspect teasing. Après la question, l'arbitrage, c'est combien de temps on tease ? Et quand est-ce qu'on s'arrête ? Les plaisanteries les plus courtes sont les meilleures, bon bref. Bon, c'est bien passé, et puis vous êtes monté crescendo, et vous avez terminé en beauté. Donc ça, c'est cool.
Et puis, en fait, c'est tout ce que j'avais, c'est ce que j'ai retenu de votre discours, qui était très bien, en fait. On ne sait pas où vous êtes... Ah, un truc. Le professionnel du droit, enfin, le plaideur, évidemment, parce que je ramène toujours tout à moi, je suis un petit peu égocentrique, tout ça. C'est les avocats, hein, c'est normal. Là, vous êtes permis de vous adresser à l'auditoire. J'ai tenté de le faire avec un magistrat. Il m'a foutu dehors. Hein. Il m'a dit c'est moi qui fais les dialogues, pas vous. Bon, voilà. Je ne l'ai plus jamais refait, évidemment. Bon, en tout cas, beau discours. Et bravo. Donc, comme vous l'aurez compris tous, après avoir entendu nos remarques qui n'étaient que bienveillantes et qui sont à visée d'amélioration, comme pour tout le monde, il a été extrêmement difficile de faire un choix. Ça a été, et quand je le dis, ce n'est pas une figure de style. On a énormément hésité. On a été obligé du coup de mettre vraiment des notes pour chaque case pour arriver à se départager. Donc sachez que vous êtes tous dans l'excellence, que vous allez en faire d'autres, des concours d'éloquence, et que vous ne serez pas les premiers à arriver, pas premiers, il n'y a qu'un premier malheureusement, même si dans notre cœur vous serez 4 premiers. Et que donc, de toute façon, quoi qu'il arrive, vous avez une belle vie devant vous pour réussir plein de concours d'éloquence, parce que vous avez un vrai talent, tous les 4. Il est très différent, en fait, et c'est difficile de départager alors que vous êtes tous très différents. Néanmoins, il nous a fallu voilà, trancher, et nous avons décidé que le lauréat était une lauréate et que son prénom commençait par un E. Elle est bonne. Et c'est Eva. Qui va donc avoir le mot de la fin. Le dernier mot. C'est le dernier mot, Eva. Bon bah apparemment je suis un peu chiante, du coup je vais pas durer trop longtemps. Mais en tout cas, bah je m'y attendais pas du coup. Mais je sais pas trop quoi dire. En tout cas, bah, merci beaucoup. Mais en tout cas, j'ai adoré tous vos discours. Vraiment, j'aurais été incapable de départager. Et voilà. Merci pour l'organisation aussi. Merci vous les jurys. Merci tout le monde. Voilà, merci. C'est vrai. Encore une fois, je vous remercie pour votre présence ce soir. Ça nous fait vraiment beaucoup plaisir de voir qu'on a rempli l'amphithéâtre. Et on espère que vous avez passé sincèrement un agréable moment. Nous, en tout cas, c'était incroyable de l'organiser. Je pense qu'on peut... Non, pas Wemby. Je pense qu'on peut applaudir une dernière fois les 4 finalistes. Et après ça... Merci à tous.